Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre deux gorgées. Aujourd'hui, je reçois Quentin Vanna, comédien, acteur physique, formé au mouvement, capable de faire rire sans dire un mot. Oui, je sais, c'est tout l'inverse de cette intro. Quentin navigue entre mime, clown, bruitage, acrobatie, cabaret et plateau caméra. Il crée des scènes où un regard, un silence, un tout petit geste peuvent déclencher une avalanche d'émotions et souvent de fou rire. Son credo, la précision du corps, l'écoute du public et ce moment magique où la scène respire. Au menu, ses débuts, sa façon d'écrire sans parole, la mécanique du gag visuel, le trac utile, les chutes contrôlées, promis, il ne se fera pas mal, et les projets qui arrivent très vite. Installez-vous, on va parler tempo, rythme et laisser le corps prendre la parole. Place à l'interview de Quentin Vanna. Et bonjour Quentin. Eh ben bonjour Marc. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Hop, t'es en pleine forme? Voilà. Je prépare monter pour être encore mieux en forme. Eh bien Quentin, dis-nous un peu d'où tu viens, où as-tu grandi? Alors, moi je suis né à Lille le 17 novembre 1993. Alors comme je suis français, 1993, mais tu t'adaptes. évidemment. Moi je suis né à Lille, j'ai grandi à Lille et je suis arrivé à Bruxelles en 2016 et je suis encore à Bruxelles aujourd'hui. Et pourquoi Bruxelles? Pourquoi Bruxelles? Parce que j'ai fait des études dans le sport. Je fais des études dans le management du sport. Et après mon master, je suis parti en école de théâtre et je cherchais une école de théâtre et j'avais le choix entre Paris et Bruxelles pour l'école que je voulais faire. Et j'ai choisi Bruxelles et du coup me voilà à Bruxelles. Et comment était le petit Quentin? Apparemment, j'étais extrêmement dans la lune. Ça, c'est vraiment un truc que ma mère me disait. Elle était toujours dans la lune, toujours avoir les yeux en l'air, à penser, ou du moins à partir dans des rêveries. Mais sinon, gentil garçon, bon élève, pas excellent élève, mais moyen bon. Mais sinon, gentil et dans la lune. Et tes parents, ils étaient aussi dans le monde du spectacle? Absolument pas. Mais alors là, Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ma mère, employée administrative dans une entreprise de BTP et qui fait des assurances, qui est dans l'assurance chômage aussi. Et mon père, fonctionnaire au Trésor public. Donc c'était un peu l'équivalent d'un comptable en tant que fonctionnaire, grosso modo. Mais pas du tout dans le milieu artistique, loin de là. Et qu'est-ce qui t'a amené dans le monde du spectacle alors? Comment c'est arrivé, cette envie? Je pense que c'est des choses qui sont enfouies. En tout cas, moi, je l'ai senti que c'était enfoui, mais je me suis rendu compte assez tard que j'avais envie de faire ça. Je me suis posé la question de devenir comédien quand j'avais 19-20 ans, mais c'était vraiment c'était une idée qui passait par la tête. En fait, je regardais des humains. Je sais plus comment c'est venu exactement, mais en tout cas, l'idée m'est passée par la tête et je me suis dit, je peux pas tellement faire d'école de théâtre parce que j'étais déjà dans une école et puis je savais pas si c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Enfin, en tout cas, voilà. On me disait, tu peux passer des castings, mais je savais pas où on passait à Lille, je connaissais rien. Et je me suis dit, je vais faire comme les humoristes, je vais faire rire les gens sur scène et peut-être qu'un jour ça marchera ou pas. Et je vais faire ça à côté de mes études et puis comme ça ce sera un truc à côté et puis après on verra quoi. Mais c'était pas une idée forcément. C'est pas comme certains acteurs qui disent que à 6 ans ils savaient déjà qu'ils voulaient devenir comédiens puisqu'ils ont vu une pièce de Shakespeare à 6 piges et puis ça y est ils savent ce qu'ils veulent faire. Moi c'était pas du tout le cas. Je savais pas du tout si j'avais envie de faire ça ou pas. Et c'est venu assez progressivement. Et du coup à 23 ans je suis parti en école de théâtre à Bruxelles. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mais du coup c'était pas une évidence si évidente. Même si je sens qu'en fait finalement c'était enfoui parce que je faisais du théâtre depuis que j'étais petit et que j'aimais bien ça. Mais bon, ça veut pas dire c'est pas parce qu'on aime une chose qu'on a envie d'en faire son métier quoi. Donc c'est venu très un peu tardivement, on va dire.
Tu viens de Lille et tu vis maintenant à Bruxelles. Tout à fait. Qu'est-ce que ces deux villes ont forgé dans ton jeu et ton rapport au public? J'ai pas entendu la question. Qu'est-ce que ces deux villes ont forgé dans ton jeu et ton rapport avec le public? Ah la vache. Très bonne question. Est-ce que le jeu peut... Je pense que quand même, enfin, le fait d'être né dans le Nord et après d'être venu en Belgique, le Nord et la Belgique de manière assez générale, c'est très proche. Même les Belges, ils ont tendance à critiquer beaucoup la France à plein de niveaux. Bon, ça peut être, c'est rigolo, mais à chaque fois, il y a la France et le Nord, c'est un peu, ah non, les gens qui viennent du Nord, c'est les copains. Et en fait, le fait d'avoir vécu dans le Nord, qui est considéré comme une région assez, oui, c'est assez populaire, mais très conviviale et assez festif quand même. Et ben, je crois que ça s'est un peu représenté là-dedans. Moi, j'aime bien je suis un citadin, mais je suis pas né dans une famille un peu bourgeoise ou plus proche de la bourgeoisie, mais vraiment très classe moyenne. Et du coup, j'ai vachement apprécié ce côté, et ce que je retransmets sur scène aussi, c'est un peu un côté plus populaire. Alors, c'est toujours un terme qui est un peu large, mais j'ai un humour qui peut parfois être considéré comme un peu beauf, parfois, ça dépend, pas toujours le cas, mais il y a quand même un peu de subtilité, mais quand même je me rapproche plus justement de ces gens qui font de l'humour, qui font rire les gens, et je pense que c'est un peu typique du Nord et de la Belgique. Les Belges sont un peu considérés comme des gens drôles, qui aiment l'humour, et du coup je pense que ça se reflète un peu là-dedans, enfin, en tout cas dans ce que je fais, et ça veut pas dire que j'aime pas les pièces classiques ou quoi que ce soit, mais moi en tout cas dans ce que je fais, dans ce que j'écris, ça se rapproche plus de ce côté un peu plus populaire et bon vivant, je pense. Tu as suivi des cours à l'école internationale de théâtre Lassade. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? C'est quoi l'école de théâtre Lassade? Alors déjà, elle a fermé ses portes, donc cette école n'existe plus, mais la pédagogie existe encore. Parce que c'est la pédagogie que j'ai apprise, c'est pédagogie Lecoq, qui a été créée par Jacques Lecoq et dont l'école mère était à Paris. C'est pour ça que j'ai hésité entre Paris et Bruxelles, parce que l'école Lecoq est encore à Paris, maintenant elle est à Avignon. Mais du coup, il y a un enseignant qui m'avait dit, va plutôt à Bruxelles à la SAD, parce que la SAD lui-même était le bras droit de Lecoq. Et du coup, je suis allé à la SAD. Et j'ai oublié la question. Des fois, je pars et c'était Qu'est-ce que c'est l'école Lassade? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une école qui est, c'est l'école de l'art du geste et du mouvement. Alors, c'est petit pour décrire tout ce que c'est, mais c'est vraiment une école qui est plus spécialisée dans le jeu corporel et moins académique et conservatoire. On est moins sur du classique, et c'est une approche qui est un peu différente, mais qui est tout à fait complémentaire avec plein d'autres, d'autres formations. Mais on est vraiment sur l'apprentissage d'outils qui vont servir à bouger, à comprendre son corps et à comment on peut l'utiliser dans le jeu, dans l'espace, etc. Et aussi apprendre des styles comme la comédia, la tragédie grecque, le clown, l'acrobatie, choses comme ça. Donc c'est vraiment une école qui était très portée sur le jeu corporel, le jeu théâtral corporel, et voilà. Le masque aussi, c'était vraiment... Moi, j'ai vraiment adoré ma formation. Et je ne regrette absolument pas. Vraiment adoré. Donc tu te définis comme un acteur physique. Exactement. Et qu'est-ce que ça change concrètement dans ta préparation? Parce que tu passes du mime au clown, du bruitage à l'acrobatie. Pourquoi un acteur physique? En fait, cette appellation, moi, c'est pas moi je me suis pas appelé comme ça par hasard. C'est parce que en 2019, j'ai passé les auditions du Cirque du Soleil en octobre 2019, et quand on m'avait envoyé l'annonce, j'avais vu qu'en fait ils cherchaient des acteurs physiques. Et le fait d'avoir des acteurs physiques, moi je connaissais pas le terme, et je me suis dit en fait c'est exactement ça. Le fait qu'ils recherchent des acteurs physiques, c'était vraiment c'était large, et pour eux c'était vraiment des gens qui font de l'acrobatie, du clown, du mime, etc. Et c'était un peu ce que moi je faisais. Donc je me suis dit voilà, c'est nickel. Cette appellation-là, ça me correspond bien. Et en fait, pour moi ça change pas grand-chose. C'est juste une appellation qui pour moi me va, parce que c'est ce que je faisais de base en fait. Le fait de faire des pratiques comme le clown, le mime, l'acrobatie, ça fait partie d'un tout.
Et j'ai toujours en fait eu une préparation qui était physique avant mes spectacles. C'est juste le fait de mettre ce terme d'acteur physique, pour moi, je dis ah bah voilà, ça me définit bien. Mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose parce que je n'ai fait que continuer à faire ce que j'avais à faire. Mais cette appellation est venue me définir et me dire ah bah voilà, je suis un acteur physique. Mais sinon, dans ma préparation, ça change rien. Je prends toujours beaucoup de temps de préparation. D'entraînement, d'échauffement, etc. J'ai toujours besoin d'arriver en avance pour faire beaucoup de travail quand même. Tu parlais justement que tu avais réussi les auditions du Cirque du Soleil en 2019. Ouais. Est-ce que tu y as travaillé? Non. En fait, les auditions du Cirque du Soleil, en l'occurrence, moi, l'audition que j'ai fait, elle est organisée par ce qu'ils appellent comment ils appellent ça? Des recruteurs de talent. Non, je sais plus si c'est le bon terme. En tout cas, c'était quelque chose comme ça. Et en fait, ils cherchent des profils à travers le monde qui correspondent à ce que recherche le Cirque du Soleil. Et quand on réussit les auditions, en fait, on fait partie d'une base de données dans le Cirque du Soleil qui permet à ce que si admettons il y a un remplacement à faire d'un acteur physique dans mon cas ou qui a une nouvelle création et qui se dit bah tiens moi j'aimerais bien tel type de profil, ils vont regarder dans la base de données et ils vont voir les profils qu'il y a et leur écrire pour dire bah voilà votre profil correspond à ce qu'on recherche et ensuite on repasse un casting pour voir si c'est vraiment nous ou notre personne qui va être prise et mais du coup moi on m'a proposé 3 projets dans lesquels c'était impossible pour moi parce que j'étais déjà engagé sur plusieurs contrats, c'était pas possible pour moi de dire oui. Mais de toute façon, c'était oui à un casting, c'était même pas sûr que je sois pris, mais donc j'ai eu que 3 propositions pour l'instant, mais je n'ai pas encore travaillé avec eux. Mais on m'avait prévenu, on m'avait dit ne vous attendez pas à ce que vous travaillez l'année prochaine. En fait, vous êtes pris dans la base de données et on peut ne pas vous contacter pendant 10 ans. Mais peut-être que dans 10 ans, ça va être vous qu'on va vouloir. C'est juste que voilà. Mais c'est déjà super parce qu'au final, ça atteste de compétences et puis d'un intérêt pour ce que je faisais. Du coup, j'étais hyper content, quoi. C'est sûr que c'était une bonne nouvelle. En sortant d'école, je suis sorti en 2018, en 2019, passé ces auditions, je fais ça veut dire que je suis pas, j'ai quand même quelque chose à montrer, quoi. Ça. Tu as glané plusieurs prix en festival. En quoi la reconnaissance modifie ou pas tes choix artistiques? Le fait de gagner des prix en festival, encore dans le domaine dans lequel je performe en humour, donc le mime et l'humour visuel, ça permet au moins d'attester que déjà pour moi, ça me met en confiance de dire en fait ce que je fais ça plaît et je suis bien dans ce que je fais et voilà donc d'un point de vue du public ou des professionnels, il y a quand même quelque chose de lui il est bon dans son domaine et ce qu'il fait c'est bien. Et mais après est-ce que ça change quelque chose? En fait, le truc, c'est que moi, ça me permet de continuer. Mais le fait de gagner des prix, des fois, en fonction des prix, ça veut tout et rien dire, quoi. C'est super, d'être reconnu quand on gagne un prix, mais des fois, ça fait pas tout. Il y a des gens qui gagnent pas de prix et puis qui vont très loin dans leur carrière. En humour, on parle beaucoup de Florence Foresti qui apparemment n'aurait gagné aucun prix dans sa carrière et pourtant qui est devenue Florence Foresti. Donc, et j'ai vu des gens qui gagnaient beaucoup de prix, qui ont arrêté au bout d'un moment, quoi. J'ai une amie en particulier qui était excellente et puis qui à un moment donné a craqué, elle a tout arrêté, quoi. Alors qu'elle avait gagné plein de prix en France. Donc des fois, je sais pas s'il faut. C'est bien, hein, je veux dire, c'est super de gagner un prix, mais ça fait pas tout en fait. C'est une petite reconnaissance, mais ça ne fait pas la carrière, quoi. Tu es un mime. Le silence est donc ton allié. Comment le travailles-tu pour qu'il soit musical et pas juste vide? En fait, moi j'ai été influencé par Michel Courtemanche. Alors, est-ce que ça te parle, Marc? Oui, je le connais. Tu vois qui c'est? Oui. Donc moi, en fait, j'ai découvert le mime à travers Michel Courtemanche. Donc en fait, j'ai pas découvert le mime silencieux comme le faisait Marceau. J'ai redécouvert Marceau plus tard. Enfin, plus tard. Pas beaucoup plus tard, mais du coup, moi, j'ai vraiment tout de suite découvert le mime bruité
avec courte manche. Donc pour moi, ce n'était pas un art silencieux, même si je l'ai compris que c'était quand même un art silencieux. Mais ce qui fait que pour moi, c'était un peu une évidence que même si je fais du mime, j'étais obligé quand même de mettre un peu de voix ou de la musique par-dessus, etc. Parce que je pense que déjà, moi j'ai fait ça un peu naturellement, mais aussi en discutant avec des gens, à force d'évoluer, je me suis rendu compte que du mime silencieux un peu traditionnel comme pouvait faire Marceau, d'autres artistes par le passé, ça marcherait plus aujourd'hui. Je suis pas sûr que le pur silence aujourd'hui serait de mise et puis moi je suis à peu près certain de ce que je dis, mais même Marceau quand il était plus en fin de carrière, aussi bon soit-il, c'était plus à la mode en fait, il était passé de mode et j'ai entendu, je sais plus qui m'a raconté ça à Avignon, Marceau avait fait la cour du Palais des Papes à Avignon, mais avec son spectacle où il est vraiment silencieux, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et j'avais quand même entendu des échos, c'était un peu, ok il est bon, mais c'était un peu chiant quoi. Il y avait un peu ce côté, c'est un peu ennuyeux quoi. Donc moi je sais que je me dis, autant le mime oui est un art silencieux et qu'on peut apprendre de façon traditionnelle le mime, et après laisser la matière aux élèves pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Mais je pense que si on présente des spectacles de mime aujourd'hui, on peut pas se passer de mettre un peu de musique ou de son ou quelque chose d'autre en plus que juste l'art du silence quoi. Parce que vraiment je pense que ça marcherait plus du tout quoi. Tu parlais d'Avignon tout à l'heure. Je pense que tu y as été cette année. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et là, c'est la 3e fois que je faisais Avignon avec le même spectacle. Et Avignon, on y va parce que on espère faire découvrir déjà son spectacle au public, à un public qui ne nous connaît pas, mais aussi rencontrer des professionnels qui vont découvrir notre spectacle et potentiellement nous programmer. Ça, c'est quand même le but d'Avignon. En dehors de toute l'organisation, je passe cette étape-là, mais là, pour le coup, cette année, moi, par exemple, par rapport aux 2 premières années, j'ai payé un chargé de diffusion pour s'occuper du spectacle sur Avignon et du coup après évidemment pour le contact des professionnels, et je sens que là il y a quand même une sacrée différence entre payer quelqu'un pour s'occuper de cette mission-là, d'être en relation avec les professionnels, etc., pour espérer vendre ou des dates plus facilement que si c'était moi-même. Ça c'est sûr que ça a été une grosse différence par rapport aux 2 premières années, parce que c'est fastidieux. Avignon, c'est déjà une expérience en soi, mais s'occuper de la partie entre guillemets commercialisation du spectacle pendant Avignon, c'est compliqué s'il n'y a pas une personne qui s'en occupe. Et je pense particulièrement à mes amis que tu connais, Jérôme, Dimitri, et puis du coup Mathieu Laviolette aussi, qui ont une compagnie, qui ont fait Avignon aussi 3 fois. On l'a fait ensemble en fait, on s'est suivis. Eux aussi ont quelqu'un qui s'occupe de la diffusion et de l'accueil des pros, et heureusement, parce qu'en fait c'est trop difficile. Je pense à eux particulièrement parce qu'on a beaucoup discuté, on était toujours fourrés ensemble à Avignon, mais en fait, c'est ça qu'on vient chercher à Avignon, c'est rencontrer des professionnels, mais c'est mieux si on a quelqu'un. Et moi, dans mon cas, c'est Avignon 2025, j'avais quelqu'un avec moi et c'était bien pratique. Donc, j'espère faire. On a déjà signé plusieurs dates, mais j'espère qu'il y en aura encore plus de retombées à la suite de cet Avignon. Ton solo Tout va bien mêle des situations du quotidien et de la folie douce. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pour quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne l'a jamais vu. En fait, c'est vrai que moi je définis facilement, de façon très brève, le spectacle comme c'est un spectacle de mime et d'humour visuel déjà. Et c'est des situations banales qui deviennent complètement déjantées. Et c'est vrai que j'ai tendance à, vu que j'ai été inspiré par Courtemanche, souvent je demande aux gens, est-ce que vous voyez qui est Courtemanche? Ceux qui me disent oui, je dis si vous voyez Courtemanche, moi je suis là-dedans. Et quand je parle de situations cocasses, c'est des situations de la vie de tous les jours. Le matin dans sa salle de bain, aller au restaurant, où je joue un serveur, se bagarrer avec un moustique le soir. C'est des choses que, dans le spectacle, c'est que des situations que les gens ont vécues au moins une fois dans leur vie. Ou alors, par exemple, je fais une scène de bowling. Si vous avez jamais été au bowling, vous allez peut-être moins comprendre. Et ça arrive pour les enfants qui n'ont jamais été au bowling. Mais globalement, tout le spectacle, les gens se voient à travers moi, mais en sachant que ce que je fais est évidemment exagéré, parce qu'on est quand même c'est du cartoon sur scène, quoi. Et d'ailleurs, on me compare aussi à des cartoons. Il y en a qui me comparent à Alinéa. Je sais pas si
ça parle pas à tout le monde, ça. C'était ce petit personnage qui était basé sur un trait. Ça date un petit peu, mais C'était Tex Avery. sur Antenne 2, ça, non? Ça passait pas sur Antenne 2? En Belgique, je sais pas. Moi, comme j'étais en France, je sais plus où ça passait. Peut-être France 2, France 3. Ouais, c'est ça, ouais. France 2, je pense. Mais du coup, ouais, c'est vrai que, en fait, là, le spectacle, il a pas forcément une histoire. C'est pas un spectacle. Déjà, c'est pas du tout un spectacle engagé. C'est pas un spectacle où il y a une vraie histoire. C'est une journée complète où il y a plein de situations du quotidien. Mais en fait, c'est plus le style. Enfin, comment parler de situation de la vie du quotidien à travers un style qui peut paraître un peu désuet aux yeux de certains, mais tout en humour visuel et en gag, en comique burlesque, qui fait que voilà, c'est un peu une autre façon de rigoler et de présenter un spectacle d'humour. Et en fait, les gens souvent se laissent happer par ah ouais, un style comme ça, ok, enfin rire sans parler, ah ouais, ok, ça intrigue. Et puis, mais j'ai pas besoin de spécifiquement parler du spectacle, de ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est pas le plus important, c'est plus le style sur des situations de la vie du quotidien qui fait la performance plus que l'histoire du spectacle. C'est plus le style qui prévaut sur l'histoire même du spectacle. Tu fais aussi du doublage. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du doublage et comment abordes-tu ça? Alors, j'en ai fait pas mal pendant quelques années. Là, soyons très honnêtes, nous livrons. C'est beaucoup plus creux depuis pas mal de temps. J'ai eu plein d'opportunités qui se sont pas concrétisées. Et du coup, ça a un peu fermé certaines portes. Donc là, c'est un peu la partie un peu plus triste et la réalité de la vie. Mais ça, je suis pas seul. J'ai des amis comédiens qui s'est arrivé aussi, qui avaient pas mal de contrats. Et puis à un moment donné, et puis il y a un peu une crise dans le milieu du doublage. Il y a eu des crises en Belgique où il y avait un peu moins de travail, etc. Et quand il y a moins de travail, on travaille souvent avec les mêmes personnes. Et si on fait pas partie des contacts proches, et du coup on a un peu moins de travail. Mais c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup parce que en fait, comme moi ma spécialité c'est le non-parole, le fait de faire du doublage où là on ne peut pas bouger, enfin en tout cas on peut très peu bouger et de ne faire que avec la voix. Ça m'a vraiment permis de découvrir une autre facette de moi-même dans le jeu et qui était complètement à l'opposé de ma spécialité. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment apporté, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte en commençant à faire du doublage que ça m'avait fait ressurgir des difficultés d'enfance où j'avais du mal. J'ai fait de l'orthophonie en Belgique, c'est de la logopédie parce que j'avais des difficultés à lire, etc. J'ai beaucoup eu de mal à lire quand j'étais petit. C'est comme ça. Hein. Et ce qui fait que ces difficultés de lecture, c'est retranscrit dans la pratique du doublage, parce qu'en doublage, on doit être excellent en diction de une et en lecture à vue. La lecture à vue, c'est pour ceux qui connaissent pas le doublage, il y a la vidéo et en dessous il y a la bande rythmo où il y a le texte qui apparaît et il faut savoir le lire. En fait, on lit un texte qu'on ne connaît pas, mais si on ne sait pas faire de la lecture à vue, c'est en fait on va bugger sur les mots. Donc en fait moi ça m'a obligé à apprendre à faire de la lecture à vue en prenant des journaux, des livres et à lire comme ça des textes que je ne connaissais pas avec une bonne diction. Et donc là ça m'a fait progresser. Alors même si j'ai beaucoup moins de contrats aujourd'hui, ça m'a vraiment obligé à m'améliorer dans ce domaine-là, à la lecture à vue, à la diction, etc. Et vraiment j'ai vraiment passé un cap aussi. Alors, faut toujours continuer, hein, ça ne s'arrête jamais. Hein, un comédien doit toujours travailler sur ça, mais ça m'a vraiment obligé à travailler sur moi et à améliorer mes difficultés d'enfance qui ont ressurgi en commençant à faire ça. Et quels sont tes projets? Là, je suis sur le tout début d'une nouvelle création qui sera un duo, qui sera plus du spectacle qui pourra spectacle de rue et spectacle en salle, mais plus du spectacle clownesque avec des objets qui mélangera du mime, de l'acrobatie, de l'humour. En fait, c'est un peu ce que je fais, mais en duo et avec plus d'objets que ce que je fais d'habitude où il n'y a pas d'objets parce que c'est plus du mime sans rien. Parmi les inspirations que j'ai et des gens que j'aime beaucoup qui sont belges, j'ai les Okidok en tête que j'aime vraiment beaucoup. C'est un duo de clowns tournaisiens qui est vraiment incroyable. On est un peu dans cette veine-là. En tout cas, on va se diriger sur ce nouveau spectacle là-dessus. Il faut aussi que je reparte. J'ai des idées pour un nouveau spectacle solo.
J'ai toujours un spectacle jeune public, et je fais encore du cabaret. J'ai envie de développer la partie cabaret aussi, des nouveaux numéros de cabaret, et c'est déjà pas mal, hein. Artistiquement, là, c'est déjà faire des créations, ça prend beaucoup de temps de dossier, beaucoup de temps de création. Donc déjà, là, c'est pas mal. Développer le cabaret, faire ce nouveau spectacle, commencer à écrire mon spectacle solo, enfin, le prochain. C'est déjà pas mal, je pense. Si tu pouvais, imaginons que tu puisses voyager dans le temps et que tu puisses revenir et te rencontrer quand tu avais 10 ans, que te dirais-tu? Si je pouvais revenir et me rencontrer quand j'avais 10 ans, je dirais, je ferais en sorte de me rassurer pour avoir confiance en moi. Parce que, alors je sais que je doute énormément. Bon, ça c'est un peu typique des artistes, mais je sens que j'ai peu de confiance en moi et que le doute, je suis pas mal anxieux. Et juste de dire, en fait, ça va. T'es compétent, ça va, tout va, en fait, ça va. Tu peux avoir confiance en toi, tu peux prendre des risques, n'aie pas peur, en fait. Juste, n'aie pas peur. Les difficultés que tu vas avoir ne sont pas si graves que ça. Les difficultés que tu vas avoir dans ton métier d'artiste, ça va pas être grave. C'est pas des problématiques comme certaines personnes peuvent vivre dans le monde. Donc, n'aie pas peur, fonce, quoi. Aie moins peur que ou du moins utilise la peur comme un moteur pour avancer plus vite et plus loin. Parce que avoir peur, c'est normal. Ce que disait Brel, dit un homme qui n'a pas peur, c'est un fou. C'est normal d'avoir peur, mais c'est comment on gère cette émotion pour s'en servir comme moteur. Voilà. Donc j'essaierai de rassurer, de dire vas-y, prends des risques, tout va bien, quoi. Alors Quentin, pourrais-tu me résumer ta vie en 30 secondes? C'est parti. Top chrono. Alors, enfance bienveillante, un frère jumeau, une grande sœur, une petite sœur, une enfance toute somme normale avec des amis, très heureuse, découverte du théâtre, études de management du sport où je rencontre plein de gens mais je me rends compte que c'est pas ce que j'ai envie de faire, envie de faire du théâtre, école de Bruxelles, j'arrive à Bruxelles, j'y reste jusqu'à aujourd'hui. Le mime, c'est ce qui a fait ma force et aujourd'hui je suis un comédien qui a encore envie de s'accomplir, mais un acteur physique accompli. Parfait. On t'offre un bruitage magique pour la vie. Tu choisis lequel et quand l'utiliserais-tu? Le meilleur bruitage, c'est celui-là. Parce que ce bruitage alors déjà, les gens l'apprécient, il est drôle, et aussi, il peut être utilisé de plein de manières différentes. Ça peut être une bouteille de vin, un pot de confiture, ça peut être du tennis. Donc, ce bruitage est merveilleux. Si ton spectacle devait avoir une odeur officielle, ce serait quoi? Une odeur? Oh mon Dieu, c'est une odeur. Ah là là, j'aime bien ces questions, mais on réfléchit, c'est marrant de réfléchir de façon extrêmement sérieuse à quelque chose qui n'a ni queue ni tête, mais je dis, en fait, c'est marrant, j'aurais dit une odeur de vanille. Faut pas chercher trop pourquoi, hein, il y a pas de justification. Parce que c'est à chaque fois quand j'étais petit, je prenais toujours des glaces à la vanille. Enfin, c'est la glace que je prends le plus. Et je trouve que la vanille, alors ça dépend quel type de vanille, mais ça peut avoir une odeur un peu subtile. En fait, comme la vanille est un peu blanche, enfin c'est pas blanc, mais on l'associe à une couleur un peu blanche quand même. J'ai déjà senti de la vraie vanille qui était subtile, mais assez doux. Et du coup, je trouve que le fait que ce soit référencé couleur blanche et parfois une odeur assez douce, je trouve que ça allait bien avec le mime qui est associé au blanc et qui est à la fois invisible, mais il montre l'invisible, mais je sais pas, c'est invisible, mais on le rend visible. Du coup, je sais pas. Il n'y a pas de vraie explication, mais ma tête a décidé que c'était de la vanille. On te donne un accessoire totalement nul. Une tongue orpheline, un parapluie cassé.
Comment tu en fais une scène qui tue? Comment j'en fais une scène qui tue? Oh, il faut toujours détourner un objet de sa première utilisation. Bon, évidemment qu'on peut utiliser la tongue en tant que tongue, mais la tongue peut être autre chose qu'une tongue. Enfin, si on prend l'exemple de la tongue, est-ce que finalement c'est pas le téléphone nouvelle génération? Et voilà, on peut partir sur autre chose. Mais c'est comment sortir de l'utilisation première d'un objet. Et là après, on peut partir sur n'importe quoi. Et les gens vont suivre le délire. Tu dois faire rire sans bouger pendant 10 secondes. Quelle serait ta stratégie? Bah, sans bouger. Est-ce que le visage peut bouger? Ah. À la limite, le visage peut bouger. Alors c'est facile. C'est facile dans le sens où, comme moi je suis expressif, si on joue 10 secondes, c'est pas long. On peut rester 1 minute, 2 minutes à rien faire. Tout se joue dans si je regarde la caméra, ça se joue. Hein. C'est des tout petits, des mini-expressions, mais que les gens comprennent, parce qu'on a tous été dans un moment gênant. On a tous été dans un ascenseur avec quelqu'un qui est à côté de nous. Ça dure 20 secondes. On sait pas quoi dire, mais on est obligé de regarder. Des fois, on regarde la personne. Donc le regard, tous ces petits trucs-là font que on connaît le malaise, mais on peut en rire, quoi. Raconte-nous ta pire gamelle scénique et comment tu l'as transformée en or comique. Gamelle physique où je me suis vraiment viandé. Oui. Ça a dû t'arriver. Bien sûr. Bien sûr. Mais comme je suis un acrobate hors pair. Je réfléchis en même temps, parce qu'en fait. Je suis même pas sûr de savoir si je me suis vraiment déjà bien gamellé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je me suis déjà... Franchement, j'arrive même pas à savoir. Est-ce que j'ai vraiment eu une vraie chute? Ça m'est déjà arrivé de me cogner. Ça m'est déjà arrivé évidemment de me cogner ou de faire des petits... voilà, mais une vraie gamelle. Eh ben non, je pense que je me suis jamais vraiment gamellé. Je me suis déjà pris des gros bides sur scène où ça c'est pas... Par exemple. Compliqué. Ah là là. Écoute, j'en ai plusieurs, mais je vais te raconter celle de l'aveugle. J'étais à Lyon, juste avant le Covid, c'était en 2020, mais c'était février, je crois. Je suis à Lyon et je passe en premier. Et je dis, et comme je sais, je dis à la personne qui présente, je dis, dites que je fais du mime au public. Comme ça, il sera prêt à m'accueillir. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui font de la parole et du stand-up notamment, je dis, franchement, faites-moi confiance, dites-le au public. Parce que si vous ne le dites pas, eh ben, les gens vont avoir un moment de bug mais quand est-ce qu'il va parler, qu'est-ce qu'il fait? Si vous dites tout de suite le mot mime, les gens vont se recentrer, vont dire, ok. Elle me dit, non, t'inquiète, je vais pas le dire, ils vont le découvrir. Alors, je passe premier, elle le dit pas. Du coup, dès le début, je savais que ça allait être compliqué, mais bon, admettons. Je fais mon truc, ça marchouille, mais je sens que c'est un peu compliqué. C'était pas ma meilleure scène, mais voilà, je continue jusqu'à la fin. Et à la fin, je fais un jeu qui est un jeu. Je fais applaudir le public, mais c'est un jeu d'applaudissement avec le public que j'ai pas inventé, que beaucoup de clowns font dans les cirques ou ailleurs. Et je vois que ma partie droite, à chaque fois que je leur demande d'applaudir, personne n'applaudit, et c'est compliqué. Et je sens que c'est compliqué. Alors je sais pas, dans ma tête, je me dis, mais ils font exprès ou quoi? Je ne comprends pas. Et je me décompose dans ma tête, je dis, attends, ils sont en train de me niquer ma fin de sketch, et je comprends pas. Et j'insiste, et des fois ça applaudit, mais complètement aléatoirement. Je ne comprends pas, et vraiment je sens qu'il y a un malaise dans toute la salle, et c'est difficile pour moi. Et sauf qu'à un moment donné, il y a une dame qui, en fait, je la vois pas bien, mais parce que j'ai les spots dans la figure, elle me fait ça, et je comprends, elle dit, il voit rien. Et en fait, je comprends, après coup, que du coup les gens qui sont tout à ma droite sont aveugles, et j'ai appris après effectivement qu'il y avait une association d'aveugles qui était venue
Et que du coup, je m'étais retrouvé face à une moitié de salle, quasiment, qui ne comprenait pas ce que je faisais. Et c'est pour ça que j'entendais après coup, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui chuchotaient. C'était les éducateurs ou les gens qui étaient avec eux, qui leur expliquaient ce que j'étais en train de faire. Et en fait, j'ai vécu un moment horrible parce que la directrice qui était évidemment, qui m'avait vu, m'a vu faire un beat, quoi. Donc jamais elle m'aurait programmé. Et j'ai revu cette dame-là, la directrice, là, il y a moins d'1 an. Et elle avait absolument pas oublié ce moment-là, quoi. Elle m'avait dit, bah oui, je me souviens de ta gamelle dans mon théâtre. Yes. Elle dit, mais là, quand même, tu m'as vu. Elle m'avait revu. Et j'ai dit, là, quand même, ça s'est bien passé. Et elle m'a dit, oui. Bon, on verra. Donc, je sais pas si je serai reprogrammé. Mais quand même, j'ai joué en tant que mime devant des aveugles. Autant dire que ça a été un moment formidable. J'en rigole aujourd'hui, mais sur le moment, c'était... Si tu étais un silence de théâtre, Un silence de théâtre? tu tomberais où dans la scène? Je tomberai juste avant la révélation de qui a tué le personnage principal. Pour juste laisser gens, mais il va quand même pas s'arrêter là. Si tu étais une lumière, un néon, un contre-jour, laquelle et pourquoi? Je serais... Moi, je serais plus une lumière de phare. Parce que j'aime bien le côté... Le côté ça tourne, on te voit, et tu vois... Et ça donne le tournis. Moi, je suis un peu comme ça. C'est comme je bouge beaucoup, je suis énergique. Je peux donner un peu le tournis. Enfin, j'exagère un peu, mais et du coup, la lumière de phare qui tourne comme ça me fait rire. Si tu étais un son, lequel te définirait le mieux? Ah là là, c'est tout. Ah non, ça tu l'as déjà dit. Non, je fais. Ah, c'est pas pareil. Attends. En fait, j'aime bien le côté pop. Parce que c'est vrai que celui-là, ça y ressemble. Et ça, en fait, moi, je les associe différemment quand je les fais. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais j'aime bien le pop parce que c'est un bruit qui apparaît un peu comme je sais pas, des animaux fantastiques ou des créatures fantastiques. Et à un moment donné, pouf. Et ah bah, ouais, c'est un peu ça. J'ai fait, mais c'est plus le pouf. Le côté apparition magique. Oh, et voilà. Je suis pas là, mais en fait, je suis là. Pouf. Si tu étais un accessoire dans ton spectacle, ce serait quoi? Sachant que je fais du mime, donc il y a très peu d'accessoires. Si tu devais en choisir un? La valise. Parce que la valise, c'est l'un des accessoires de mime les plus classiques pour faire la valise qui bouge pas. Donc ouais, la valise. Si tu étais un personnage muet du cinéma, qui serais-tu? Bah, j'hésite. Peut-être plus Buster Keaton. On parle d'acteur? Oui. Bah, Buster Keaton alors. Ouais. Si tu étais un public, plutôt enfant, ado, ou premier rang qui n'a pas prévu d'interagir? Oh, enfant. Tu as toujours une âme d'enfant? Bien sûr. Heureusement. J'avoue, je rigole quand quelqu'un pète. Voilà. Comme quand j'étais enfant. Voilà. Mime ou clown? Mime. Cabaret ou théâtre? Cabaret. Prise 1 ou prise 12? Prise 1. Avignon ou tournée d'hiver? Tournée d'hiver. Gros plan caméra ou fond de salle? Gros plan caméra. Accélérer ou suspendre? Accéléré. Chute contrôlée ou figure acrobatique? Chute contrôlée. Répéter longtemps ou garder du frais? Garder du frais. Musique ou silence? Silence. Applaudissements nourris ou silence qui tient tout le monde? Silence qui tient tout le monde. Et qui dit, ouais. Silence. Quentin, santé!
Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuiles s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole